Très ravie de vous retrouver pour vous informer. Bonsoir et bienvenue au sommaire de cette édition mise en place il y a quelques années. Le contrat de désendettement et de développement entre la France et la Guinée arrive à terme. Les deux parties étaient en conclave pour faire le bilan du projet. Amadou Dioulde Diallo est libre après 82 jours de détention à la maison centrale. Le journaliste et historien était détenu pour outrage au chef de l'État et ses avocats déplorent le non-respect de la loi L002 sur la liberté de la presse. Et puis les lieux de loisirs enregistrent une rareté des visiteurs à cause des restrictions dues au Covid-19. Le gestionnaire ou les gestionnaires qui sollicitent une réouverture définitive des activités promettent de bien veiller sur le strict respect des mesures barrières. La France, dans le cadre de sa contribution à l'initiative renforcée d'allègement de la dette de la Guinée, a mis en place il y a quelques années un outil de gouvernance intitulé le contrat de désendettement et de développement. Son exécution a connu 2 phases et l'heure est au bilan pour le gouvernement guinéen et ses partenaires. Les 2 parties ont eu ce mercredi en tête-à-tête au ministère des Finances. Djibril Ba et Abdoulaye Kamara nous en disent plus. Après avoir compris qu'il était impossible pour la Guinée de payer totalement sa dette, ses partenaires, notamment la France, décident d'orienter ses ressources sous forme de subventions. Une innovation dans la mesure où l'initiative touche des projets importants des ministères stratégiques, l'agriculture, l'éducation, la santé et la formation professionnelle. Le rapport de mise en œuvre à fin décembre 2020 qui est soumis à notre examen indique une mobilisation de 121 millions d'euros sur les 2 conventions signées, totalisant 95 millions d'euros d'engagement. Le taux d'exécution qui ressort de cette mise en œuvre est de 57%. Ce taux varie d'un projet à un autre et se situe entre 28% et 100%. La 8e session du comité de pilotage et de suivi du contrat de désendettement et de développement a connu 2 étapes, 2013-2016, 2016-2021 avec un appui financier consistant des Français dont le montant s'élève à 167 millions d'euros. C'est un dispositif qui est innovant et qui est propre à la France. De transformation de dette, vous l'avez très bien dit, monsieur le ministre d'État, autrement dit, de quelque chose qu'on considère d'habitude comme un passif, en ressources nouvelles qui sont tournées vers le développement. La France se montre encore plus ouverte en expérimentant de nouveaux outils de gouvernance. Dans le processus qui consiste à reconvertir la dette remboursée en subvention, l'ambassadeur ne cesse de rappeler ce que représente l'initiative. Il faut qu'on mise sur la jeunesse et sur le renforcement du capital humain pour l'avenir de ce pays. Et je crois qu'on en est mutuellement convaincus. La C2D, comme on l'appelle, a pu porter ses fruits dans le cadre du développement local. Malgré Ebola et le Covid-19, l'outil a pu s'adapter durant 8 ans. Les réactions n'ont pas tardé après la lettre des 32 eurodéputés qui ciblent 25 personnalités guinéennes pour violation des droits humains. Pour Dansa Kourouma et Baouri, même si la procédure n'aboutit pas, elle aura pour incident de dissuader ses membres du gouvernement dans l'oppression des populations, sans pour autant oublier que pour la plupart d'entre eux disposent des intérêts en Guinée, en Europe j'allais dire. Alseni Bari et Yacouba Traoré nous en disent plus. Ce sont 32 députés européens sur 705 qui dénoncent l'implication de 25 personnalités guinéennes dans la mort de 250 personnes, souvent tuées à proximité par des agents de forces de défense et de sécurité lors des manifestations de l'opposition organisées depuis 2010. Pour Dansa Kourouma, cette volonté peut être acceptée ou non par le Conseil de l'Europe. En plus, elle viole la présomption d'innocence. Dresse une liste sans que les personnes concernées n'aient le droit de se défendre, sans que les personnes concernées ne soient sanctionnées par un tribunal, de quelque nature que ce soit, sans que les personnes concernées ne soient citées par une enquête indépendante, nationale ou internationale. Baouri, par contre, comprend bien ce désir des eurodéputés, surtout que Alpha Condé, opposant, menait les mêmes démarches. Au temps où M. Alpha Condé était dans l'opposition, il était régulier qu'il y ait des condamnations contre le régime guinéen
suite à des exactions contre les opposants, notamment le RPG de M. Alpha Condé. Aujourd'hui, il s'avère que ce dernier est au pouvoir et en ce qui concerne la question des droits de l'homme, les violations sont répétitives et il y a une continuité par rapport à ce qui prévalait auparavant. Cependant, elle s'avère dissuasive car il y a eu des actes de violation des droits de l'homme contre les populations civiles et les forces de sécurité. La décision de l'Union européenne est une décision dissuasive importante, d'abord qui peut affecter moralement les personnes qui s'apprêtent à commettre des violations, et deuxièmement, ça peut pousser l'État guinéen à accélérer les procédures pour que les vrais coupables soient connus par le peuple de Guinée. Parmi ces personnalités citées figurent Kassory Fofana, 9 ministres, dont Mohamed Diani, Albert Damantan Camara, les présidents de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, et celui de la Cour constitutionnelle, le général Bafoué, entre autres. Vos avoirs, vos intérêts, vos déplacements risquent d'être limités de par cette éventuelle sanction, ce qui n'est pas encore le cas, cette éventuelle sanction. Il exhorte les autorités guinéennes à engager une procédure judiciaire sans faire allusion à la déclaration des eurodéputés pour faire la lumière sur les différents crimes. Tant que la justice guinéenne n'indique pas quels sont les auteurs, les complices, les commanditaires de ces tueries, l'État guinéen restera le coupable parfait. Le gouvernement s'est empressé à botter en touche la lettre des eurodéputés. Cependant, tout porte à croire que l'inquiétude grandit au sein des autorités. Autre fait de l'actualité, le verdict est enfin tombé ce mercredi dans l'affaire Amadou Dioulde Diallo. Le journaliste et historien a été mis en liberté après 82 jours de détention à la maison centrale pour outrage au chef de l'État. Au sortir de la salle d'audience, ses avocats déplorent toujours le non-respect de la loi L002 sur la liberté de la presse. Bernard Koundouno et Aboubakar Keke Bangoura pour le compte-rendu. Après près de 3 mois de détention pour outrage au chef de l'État, Amadou Dioulde Diallo a été finalement soumis au paiement de 5 millions de francs guinéens, puis remis en liberté par le tribunal de première instance de Dixine, mais pas à l'entière satisfaction de ses avocats qui déplorent la mauvaise application de la loi L002 sur la liberté de la presse en Guinée. La loi sur la liberté de la presse, certes, a été appliquée, mais elle a été très mal appliquée. Et ce qui est encore plus choquant, cette décision devait intervenir depuis le 28 avril 2021. En raison, semble-t-il, du boycott des audiences des cours et tribunaux par les avocats, cette audience n'a pas pu se tenir. Mais c'est un argument qui ne tient pas la route. En remerciant tous ceux qui l'ont soutenu lors de cette période douloureuse de sa vie, Amadou Dioulde Diallo compatit à la douleur de toutes les familles qui ont perdu leurs parents en prison. Être solidaire et compatir à la douleur des familles qui ont perdu des leurs en prison. Il ne faut pas souhaiter la prison même à son pire ennemi. Je remercie ma famille, ma belle famille, la presse, Reporters sans frontières, l'Association internationale de la presse sportive, mes avocats. Depuis son arrestation le 27 février dernier, un collectif de journalistes a été mis en place pour soutenir Dioulde et aussi réclamer l'application de la loi L002. Ces journalistes n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction après la décision du juge. C'est une fierté pour le collectif, c'est une fierté pour les jeunes journalistes guinéens qui se sont, et toutes ces personnes qui se sont battues pour le respect de la loi L02. Aujourd'hui, nous sommes très fiers et surtout, on doit continuer le combat qui consiste quand même à ne pas baisser la garde. Amadou Dioulde Diallo a enfin retrouvé sa liberté après 82 jours de détention à la maison centrale de Conakry. Autre sujet dans ce journal, l'ouverture d'une session de formation ce mercredi à Conakry du personnel de santé dans le cadre du diagnostic précoce du cancer pédiatrique dans les structures sanitaires du pays. Ce programme de renforcement de capacité est organisé par l'unité d'oncologie pédiatrique en collaboration
avec l'Institut Jean Lemerle de Dakar. Et cette formation vise à outiller les participants à la prise en charge des enfants qui souffrent de cancer dans le pays. Diéné Bemba Koulibaly et Aluba pour le compte-rendu. Ils sont nombreux ces enfants en Afrique subsaharienne qui souffrent de cancer. D'après les statistiques fournies, 80% des enfants arrivent dans les structures sanitaires à une phase avancée de la maladie. Pour lutter contre cette pathologie, l'Institut Lemerle de Dakar œuvre auprès de la Guinée afin de relever les défis. Mais malheureusement, 80% de ces enfants arrivent à un stade très évolué de la maladie, où les chances de survie sont moindres. Donc le but de cette formation, c'est de créer un pool de formateurs nationaux pour le diagnostic précoce des cancers de l'enfant. Les participants en provenance de la région de Zérékoré, Mamou et de Conakry vont être outillés durant cette formation de mise à niveau dans le cadre du diagnostic précoce du cancer chez les enfants. On forme des prestataires sur la détection des premiers signes d'alerte des cancers de l'enfant. Mais l'appui ne s'arrête pas là. On forme les infirmiers de la Guinée en oncologie pédiatrique. Les infirmiers ont été déjà inscrits et suivent actuellement une formation longue diplômante sur les cancers pédiatriques. Mais aussi, il y a une formation sur la pluridisciplinarité où les médecins de la Guinée ont été conviés en 2019. D'après une recherche menée par le professeur Jean Lemerle, le taux de survie des enfants africains atteints de cancer est de 20%. Pour la directrice générale de l'hôpital Donka, cette formation du personnel de la santé permettra de renverser drastiquement cette tendance. Cette formation va être une large contribution à l'amélioration de la prise en charge des cancers pédiatriques au sein de cette unité. Et il est important à ce niveau vraiment de saluer l'initiative de l'unité d'oncologie pédiatrique de l'hôpital national Donka qui a bénéficié de l'appui du centre Lemerle de Dakar, mais aussi de l'Alliance mondiale pour la lutte contre les cancers. La formation prendra fin ce jeudi 20 mai. La Guinée abrite le Toastmaster international. C'est une rencontre culturelle qui vise à former des milliers de jeunes en ligne afin de les aider à réaliser leurs rêves. Plusieurs pays du monde prennent part à ce rendez-vous et la cérémonie d'ouverture a été présidée ce mercredi à Conakry par la ministre guinéenne de la Culture et du Patrimoine historique, Justin Leno Ibrahima Sori Sengsouma. 2 ans d'incertitude, 2 ans d'obstacles et de péripéties. La Guinée abrite enfin le Toastmaster international, un événement culturel créé en 2013 à l'initiative d'une employée de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. L'objectif est d'offrir un milieu d'apprentissage positif dans lequel les membres peuvent développer en toute conscience leurs connaissances en communication et en leadership. L'idée est venue d'un éminent américain, Rêve, et sa mission c'était d'aider les gens à communiquer, sa mission c'était d'aider les gens à pouvoir exprimer leur fort intérieur. Parce qu'à la base, la communication, c'est la seule chose qui nous réunit. Pendant les moments de crise, pendant les périodes les plus compliquées, les plus difficiles, la seule chose qui peut nous aider à traverser ces crises ou ces moments, c'est la communication. Donc c'est de là, l'idée est venue et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans plus de 100 et quelques pays et nous nous retrouvons en Guinée avec 12 clubs Toastmasters et c'est vraiment une idée salutaire et à la base, c'est pour aider les gens à communiquer. En Guinée, 12 clubs dont les États-Unis d'Amérique, le Mali, le Togo et la Côte d'Ivoire, entre autres, sont venus participer à la rencontre à cause de ces objectifs. Des objectifs qui visent à valoriser la culture par la formation en ligne des milliers de jeunes à travers le monde. Et l'objectif de la conférence est de faire en sorte que les membres des 14 pays se rencontrent et puis communient ensemble. Non seulement se connaissent, discutent, mais surtout faire des formations, faire des discours de motivation et étendre le réseau. Puisqu'il s'agit de culture, la cérémonie d'ouverture a été présidée par la ministre guinéenne de la Culture et du Patrimoine historique. Sona Konaté apprécie l'initiative et promet de l'accompagner.
La première étape sera déjà de faire un partenariat avec l'ONG et ensuite nous verrons par la suite quelles sont les activités à mettre en œuvre pour la jeunesse. Le Toastmaster international est une rencontre culturelle à échelle mondiale. En 2018, la rencontre avait plus de 16 000 clubs dans le monde et plus de 35 000 membres répartis dans 141 pays. Aujourd'hui, elle a formé plus de 3 millions de personnes à travers le monde. Je vous l'annonçais à l'instar, des maquis, bars et restaurants, les différentes plages de la capitale enregistrent la rareté des visiteurs, cela dû à la crise sanitaire qui sévit dans le pays depuis des mois. Pour une reprise des activités, les gestionnaires souhaitent la réouverture définitive des lieux de loisirs tout en veillant sur le strict respect des mesures barrières. Ali Badara Camara et Ibrahima Souri Camara ont sillonné quelques plages de la capitale. Suivez. Désespérément installés, ces jeunes attendent la réouverture définitive des lieux de loisirs depuis 2 mois. Avec sa nature généreuse, la plage de Bénarès ne reçoit aucun visiteur. Ici, les kiosques et autres places publiques sont déserts depuis des semaines, alors que selon son administrateur, plus de 100 jeunes vivent sur ces sites de loisirs. Les jeunes qui se battent ici se battent depuis plus d'une trentaine d'années maintenant. Donc il serait bon que nous aident pour que nous puissions atteindre notre objectif, c'est-à-dire rendre la plage vraiment du meilleur lieu touristique de la capitale. Sur la plage de Rogban de Taouya, les jeunes s'activent pour lui redonner son image habituelle. En ces moments de la crise sanitaire, ils profitent pour réaliser les travaux de réhabilitation. Ici, les cases et autres places publiques sont en construction avant l'ouverture définitive des lieux de loisirs. Nous actuellement nous sommes en chantier d'abord pour qu'on essaie de se planifier dans cette crise, quoi. Donc je crois après cette crise on va essayer de continuer avec nos activités, quoi. Avant l'ouverture définitive des lieux de loisirs, ce jeune administrateur sollicite l'implication de tous les jeunes de Taouya pour la réalisation des travaux sur cette plage. Donc moi je prie les jeunes de Taouya de venir en fait encore massivement pour qu'on essaie de travailler ensemble. Parce que ici, je crois qu'une seule personne ne peut pas gérer ici une plage en fait qui a une étendue de 1 km 180 mètres. Je crois en fait même une entreprise, si vous n'êtes pas en fait à la hauteur, vous ne pouvez pas gérer, quoi. En attendant la réouverture définitive des lieux de loisirs, les quelques visiteurs présents sont soumis au strict respect des mesures barrières. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Mafoudia Bangoura sera avec vous pour le prochain point avec l'actualité à 22h. Bonne soirée chez vous.